exactement? Écoutez, moi j'ai la chance d'être en Normandie, au milieu de la nature, pas loin des chevaux, dans la terre des haras. Et c'est que du bonheur hein, de pouvoir profiter de cette belle nature qui nous environne. Voilà. Très bien. Donc nous avons le plaisir, avec Un endroit où aller, de vous recevoir pour votre roman Et passe le souffle des dieux, donc paru chez Plon le 19 mars, en plein confinement. Je vous avais reçu l'année dernière pour un roman intitulé Amours illicites, roman tout à fait différent de celui dont on va parler. Je vais faire un bref résumé de votre parcours. Donc, vous avez été comédien pendant une dizaine d'années, vous êtes docteur en histoire, élève de Jean Tullard, grand spécialiste du Premier Empire. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de 8 romans, 4 biographies et 2 essais. Vous intervenez également fréquemment dans des émissions de Franck Ferrand et Stéphane Bern. Vous avez d'autres activités que je ne connaîtrais pas? Je pourrais dire je fais des gâteaux, mais ce serait faux. Non, je crois que ma Dommage. vraie passion, c'est l'écriture, mais je sais les apprécier et les manger. Ma vraie passion, c'est l'écriture, et je dirais que j'ai la prétention de ne savoir faire que ça. Donc, je laisse le soin aux autres, à des amis, à ma famille, de faire des choses. Voilà, mon chat qui vient me dire bonjour. Vous êtes en bonne compagnie. Ah, Alors, vous allez peut-être nous présenter brièvement votre dernier roman, donc Et passe le souffle des dieux, très beau titre. Je vous écoute. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'époque. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais l'élève et le disciple de Jean Tullard. Ma période, c'est vraiment la fin du XVIIIe siècle, je dirais jusque dans les années 1820, grosso modo. Et là, j'ai vraiment basculé dans une toute autre époque. En Sorbonne, j'avais déjà eu un rapport assez privilégié au Moyen-Âge. J'ai redécouvert le Moyen-Âge dans le cœur de cette Normandie qui est chère à mon cœur. Et j'ai redécouvert ce siècle épique, passionnant, généreux, et qui m'a littéralement envoûté. Alors j'espère avoir envoûté mon lecteur, mais j'ai aussi moi-même été envoûté par cette période que je trouve absolument exaltante. Voilà. Donc je suis dans les années 1065, ce qui est encore une fois une belle aventure. Les personnages, un petit résumé. En fait, je suis parti d'une histoire assez simple qui, elle, est historique. Vous savez qu'à l'âge de 19 ans, Guillaume le Conquérant manque de se faire assassiner et il est obligé, pour sauver sa vie, de partir en pleine nuit et de tracer la route, une centaine de kilomètres. Et là, il va être sauvé par un homme dont on connaît le nom, mais c'est tout. Et cet homme, c'est le baron de Ris. Et on savait à l'époque que le baron de Ris avait 3 fils. Mais la connaissance s'arrête là. Et là, le romancier entre en ligne et j'ai réinventé, je dirais, la vie de ces 3 fils, Rhys et de leur père. 3 prénoms, Eudes, l'aîné, Jean, le second de la fratrie, et Odon, le benjamin, Odon qui sera en quelque sorte le fil rouge de mon roman. Odon à qui il va arriver évidemment de nombreuses aventures. Tout à fait. 3 ans avant la bataille d'Hastings. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce nouveau livre après votre roman précédent, Amours illicites, qui est très différent à la fois en termes de genre littéraire et de style d'écriture? C'est parti d'une anecdote que j'apprécie de raconter dans la mesure où nous sommes vraiment, je dirais, dans cette belle terre normande. Lors d'un dîner, un ami me glisse à l'oreille: connais-tu telle ou telle propriété? Je dis non. Et il ajoute: mais tu sais, c'est pas très loin des terres de Guillaume. Et je me dis: tiens, c'est amusant, il ne m'a pas encore présenté ce fameux Guillaume. Et pour cause, puisqu'il s'agissait de Guillaume le Normandie. Un romancier, ça cherche toujours des sujets de livres. Et j'avais vraiment Guillaume sous les yeux. Je suis à quelques kilomètres de Bazoches au Houlme. C'est là où le conquérant achetait des chevaux. Je suis à un quart d'heure de Falaise. C'est là où il est né. Je suis à 40 minutes de Caen. C'est là où il a vécu. C'est là où il a régné en tant que duc de Normandie. J'avais sous les yeux le sourire de Mathilde, la duchesse de Normandie. Je ne les voyais pas. Et ils se sont imposés à moi. Et ça a été encore une fois une véritable révélation.
Et n'oublions pas que c'est un sujet cher à mon cœur, parce que lorsque j'avais 14 ans, au cours d'anglais, je ne sais pas tout à fait d'hier, j'avais déjà fait un exposé sur Guillaume le Conquérant. C'est dire que c'est un compagnon, je dirais, de longue date et qui m'accompagne depuis fort longtemps. Oui, visiblement, puisque dans l'appendice à la fin, vous remerciez beaucoup de gens qui vous ont aidé et vous dites que vous l'avez porté 5 ans. Tout à fait. Ça a été une longue expérience de 5 ans de travail, de réflexion, avec un éditeur qui m'a véritablement soutenu, suivi, sans être d'ailleurs toujours complètement amène avec moi, mais me poussant, je dirais, dans mes extrémités pour arriver justement à essayer de construire véritablement quelque chose qui tienne la route. Et je me suis intéressé véritablement à tout, aussi bien, je dirais, bien sûr, l'histoire, que le costume, que la gastronomie, la nourriture, que les rites, que la religion, que la philosophie, que les rapports entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes, entre les hommes et les hommes, pour être au plus près, je dirais, du cœur battant de l'époque. Oui, vous habitez la Normandie, ça vous a Oui. peut-être aussi Inspiré. influencé, donné Voilà. envie. Voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce qui vraiment est fascinant, c'est de voir que quelque part la Normandie est encore préservée dans les monuments, les monastères, les églises, les chapelles, les châteaux, et de se dire que le paysage qui a changé, c'est une évidence, mais est encore peut-être le paysage, dans certains lieux tout au moins, que Guillaume et les siens auraient pu voir. Et voir ce qu'ils ont vu est aussi évidemment très inspirant. Oui, moi qui habite le Perche, effectivement, il y a des endroits très, très encore un peu sauvages. On a l'impression que peut-être le roman, d'ailleurs en l'ayant lu, peut-être qu'il pourrait, ou Odon pourrait surgir à tout moment. C'est Alors, ça. C'est exactement ce que je me disais aussi, c'est-à-dire qu'en oui, ouvrant une fenêtre, derrière un arbre, au oui, hasard d'une marche en forêt, d'une promenade en pleine nature, voir arriver un cheval et se mettre en face d'un personnage, je dirais, du 11e, du 12e siècle, qui vit dans les années 1065, 1064, et engager un dialogue. Enfin, moi, j'ai fait ça pendant 5 ouais. années. Alors, nous allons passer à une autre question. Considérez-vous votre livre comme un roman historique? Est-ce qu'il en a tous les codes ou pas tout à fait? J'ai essayé d'avoir ces codes. Je pense que tout roman est historique parce qu'il raconte une histoire, mais j'ai essayé peut-être également de dépasser, je dirais, ces codes du roman historique, d'essayer de trouver des marches de sortie, des petits soupirails comme ça pour éventuellement guider le lecteur vers autre chose, vers une intemporalité. C'est quelque chose en littérature qui m'est cher, d'essayer de dégager une philosophie, d'essayer, sans ennuyer bien sûr le lecteur, de lui montrer d'autres pistes et de se dire ensemble que peut-être eh bien, la vie d'un Odon de Rys ou d'un Guillaume le Conquérant n'est pas si éloignée de nos préoccupations, de notre manière de vivre. Et j'ai essayé en quelque sorte certaines passerelles, tout en essayant aussi d'être un peu subtil et de montrer quelques indications, quelques signes comme ça que je livre à la sagacité de mes lecteurs. Alors effectivement, alors moi je vais vous le dire, effectivement, pour moi, ça n'est pas uniquement un roman historique, c'est un roman d'apprentissage, c'est un roman d'espionnage, c'est de l'aventure, c'est tout ça à la fois, tout en étant un roman historique. Vous êtes un génie. J'aurais la faiblesse de vous croire sur parole, Christine. Mais j'ai essayé en effet de multiplier ces strates de lecture et de partir, je dirais, de quelque chose qui est parfaitement historique, qui est cette lente et progressive conquête de l'Angleterre. Guillaume porte bien son nom de Guillaume le Conquérant, mais d'arriver finalement progressivement à un autre temps, à un autre style, à une autre manière d'évocation et de montrer l'influence d'une certaine forme de philosophie, on y reviendra certainement, de manière et de dire, de faire. Et en effet, je pense avant toute chose que c'est
un roman d'initiation, d'apprentissage et de transmission. Tout à fait, je suis assez d'accord. L'espionnage, c'est pas mal aussi, hein. Vous savez que, historiquement parlant, là je reviens à l'histoire, les espions normands passent à juste titre comme étant les meilleurs. Ce sont en quelque sorte les James Bond de l'époque, dans le déguisement, dans le camouflage, dans les audaces qu'ils multiplient, dans le courage qu'il faut avoir, parce qu'à chaque fois ils risquent leur vie bien sûr, mais il y a plusieurs traités, plusieurs essais d'historiens qui ont été faits sur l'espionnage normand, et bien sûr je m'en suis inspiré. Donc oui, Odon, pour mémoire pour les internautes, c'est le personnage principal et c'est un jeune garçon de 14-15 ans qui est confié à la cour de Guillaume, qu'on appellera plus tard Guillaume le Conquérant. Et donc, il évolue avec l'histoire qui commence en 1064 et jusqu'en 1068. Et pendant ce temps, on a effectivement Guillaume qui part à la conquête de l'Angleterre. Voilà. J'ai fait d'Odon un grand témoin, mais je l'ai fait aussi en sorte que ce grand témoin soit un acteur, que ce soit un témoin agissant. Et c'est ça qui m'a réellement intéressé. Comment et par quelle péripétie Odon, qui est un petit cadet de famille, va se trouver au cœur, je dirais, des problématiques de Guillaume, de ses ambitions, et comment il va assister à la lente mais sûre élaboration de cette campagne extraordinaire au sens littéral du terme. En fait, c'est la première fois que l'Angleterre sera conquise. Comment, par qui, avec quoi, comme force en présence, Odon prend le lecteur par la main, et que ce soit en Normandie, en France, donc, ou en Angleterre, puisqu'il traversera le Channel, eh bien, le lecteur assiste à la lente élaboration de cette conquête et de ses conséquences. Alors, petite question supplémentaire. Pourquoi cette période aussi courte de 1064 à 1068? Il me fallait un cadre et il me fallait être en liaison, en collaboration, je dirais, précise avec l'âge d'Odon. Donc Odon ne devait pas être trop jeune, mais pas non plus trop vieux. Il n'est pas blasé par la vie, c'est un jeune homme qui est, je dirais, plein de sève, plein d'énergie, plein de vouloir, plein d'ambition. Et ces années-là, qui seront pour lui des années essentielles, comme tout jeune homme de 15 ans, surtout en plus à cette époque, quand même une époque à risque de violence, de passion, comment ce jeune homme va-t-il justement découvrir la vie, l'amour, ses ambitions, et comment justement il va arriver à ce passage redouté qui s'appelle l'âge adulte. Et là, on est déjà dans un tout autre domaine. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette notion d'initiation et je dirais de transmission d'un patrimoine de valeurs, mais qui a valeur, je dirais également, plus large. Et c'est là aussi où je me suis attelé à cette tâche qui était celle de montrer, je dirais, l'universalité de cette éducation, de cette transmission et des valeurs que Odon a reçues, qui sont celles de l'honneur, de la générosité, de l'empathie, de l'amour, de la tendresse et des courages, je dirais, qu'ils soient physiques ou intellectuels. Alors, quel personnage vous préférez dans votre histoire? Ou quel personnage au singulier, au pluriel? Moi, j'ai mes préférences, je ne connais pas les vôtres. J'essaie de ne pas être un père dénaturé qui devrait être une référence dans ses enfants. Alors, c'est vrai que j'ai un personnage féminin, de femme. Dans tous mes romans, j'essaie d'avoir des personnages de femmes qui soient forts, qui soient denses et qui, je l'espère, ne sombrent pas dans la caricature. Et là, je dirais que c'est Margot Clerval, qui est aussi une initiatrice. Dans mes romans, la femme joue souvent le rôle d'initiatrice. Et je dirais que Hermine aussi est un, j'espère, joli personnage. Mais Mathilde, la duchesse de Normandie, reste pour moi un très très beau personnage de femme, à qui d'ailleurs Guillaume, et c'est extrêmement moderne pour l'époque, avait donné beaucoup de pouvoir dans un amour,
je dirais, l'incarnation même de l'amour qu'il avait pour sa femme. On ne connaît pas de maîtresse à Guillaume de Normandie, même après la mort de son épouse, qui est rarissime à l'époque. Et chez les garçons, bien sûr, Oudon, mais je dirais que plus encore que Oudon, qui est mon fil rouge, vous l'avez parfaitement défini, Eudes et Eudelin sont deux personnages qui sont en quelque sorte en jeu de miroir. Eudes est le frère aîné d'Oudon, Eudelin est trouvère à la cour du bâtard, à la cour de Guillaume. Ces deux faces, je dirais, d'une même personnalité, pour des raisons que le lecteur voudra bien découvrir. Et c'est vrai que j'ai une tendresse particulière à la fois pour Eudes et pour Eudes. Oui, moi j'aime beaucoup vos Et vous? personnages, mais Et vous, dites-moi. j'aime beaucoup Odon. J'aime beaucoup Odon. Mais je ne peux pas révéler pourquoi, parce qu'en fait, c'est la fin Voilà bien sûr. c'est la fin qui détermine un peu mon choix également. Mais c'est un personnage en évolution et c'est un personnage qui comprend à la fin beaucoup de choses, qui arrive à une certaine maturité et une certaine aussi peut-être désillusion et qui a un espoir qu'il fonde en quelque chose ou quelqu'un. Voilà pour mon choix, moi. Bien sûr, mais désillusion est un mot, je pense, très juste, parce que lorsqu'on franchit, je dirais, le seuil et que l'on quitte sa jeunesse, son adolescence pour devenir adulte, on découvre en même temps que l'on renonce. Et cette renonciation me semble essentielle pour devenir un homme, un adulte, et être, je dirais, responsable de sa vie et donc par définition de celle des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Alors, nous allons parler de la construction de votre livre, alors qui alterne des chapitres se situant des périodes différentes de l'histoire, espacées de quelques années. Disons que on commence par un chapitre qui se passe en 1068, qui est très bref, et le chapitre suivant se passe en 1064, et là on découvre Odon et la trame principale de l'histoire, mais ça nous laisse un peu d'étonnement. Alors, quels effets vous vouliez produire en alternant ces chapitres de 1068 et ceux de 1064? Il y avait une volonté, quelle était cette volonté? Je dirais que commencer après la narration, 4 ans après, permet justement de mettre le focus, un éclairage particulier sur cette fameuse tapisserie qui est en fait une broderie, qu'on appelle la tapisserie de Bayeux, qui raconte la geste, l'histoire, la fabuleuse aventure de la conquête de Guillaume, de la conquête de l'Angleterre. On sait peu de choses sur cette tapisserie, ce qui concerne sa réalisation. Les dernières recherches des historiens actuels, modernes, la pense vraisemblablement conçue en Angleterre, à Westminster. Mais j'ai voulu, moi, en tant que romancier, le romancier a cette liberté, j'ai voulu vraiment me poser la question de savoir qui l'a faite et dans quel but réel. Et j'ai fait en sorte de construire le livre avec ces étapes que je propose au lecteur, je dirais ces rendez-vous un peu obligés, où justement, celle qui crée la broderie, je dirais celle au singulier et celle, bien évidemment, au pluriel, ont rendez-vous avec le lecteur pour montrer la réalisation de la tapisserie et son évolution dans le temps. Plutôt que de le traiter d'une manière linéaire, je dirais, et donc peut-être un peu ennuyeuse, j'ai voulu segmenter justement, un peu comme les panneaux de la tapisserie, image par image, rendez-vous par rendez-vous, pour montrer justement au lecteur que je lui propose ce rendez-vous par l'écriture, via les mots, qui sont des plages de repos entre l'action, entre l'évolution des personnages. Et vers la fin du livre, les deux dates se rejoignent, celle de la narration et celle de la tapisserie, parce qu'elle est simplement terminée, prête à être inaugurée et admirée. Mais quel trésor de secrets recèle-t-elle? Quel est le mystère réel
de cette tapisserie. Et je rappelle aux personnes qui me font la gentillesse et le plaisir de m'écouter en ce moment qu'il manque 3 mètres à cette tapisserie et que personne n'est capable de dire ce que ces maîtres représentaient lorsqu'ils existaient encore. J'offre une piste pour révéler le mystère et les secrets de la tapisserie en question. Voilà. Votre roman se déroule dans un contexte de lutte religieuse. La connaissance de l'histoire des religions vous semble-t-elle importante aujourd'hui, ou plutôt des civilisations? Je la crois primordiale, je la crois essentielle. Je crois que la spiritualité est tout à fait nourriture pour nos consciences et que cette spiritualité n'est pas tant, à mon sens, d'avoir la foi ou de ne pas l'avoir, que de se focaliser sur elle en confiance. C'est un enrichissement exceptionnel. Libre à chacun après de poursuivre cet enseignement en lisant les textes sacrés, les ouvrages de spiritualité qui ne manquent pas. Ce n'est pas la merveilleuse libraire que vous êtes, ma chère Christine, à Mortagne, au Perche, que vous aurez la possibilité de dire le contraire, pas du tout. On est véritablement au contraire dans cette domaine, dans cette offre exceptionnelle qu'est la spiritualité. Et refuser cette spiritualité, en avoir peur, en être effrayé, d'abord me semble être une impasse. Et au contraire, s'y sentir bien, se retrouver en elle à son propre rythme, me semble quelque chose de tout à fait sain, de tout à fait positif, et j'y vois véritablement quelque chose qui est du domaine du plus et non pas du moins. C'est-à-dire un don, c'est-à-dire un enrichissement personnel, et qui me semble vraiment, dans nos périodes si difficiles, si peu, je dirais, sécurisées, ça me semble être au contraire une fabuleuse clé d'ouverture vers l'autre et vers soi-même, vers la connaissance de soi et par définition la connaissance des autres. Et cette spiritualité se retrouve quasiment à toutes les pages de mon livre parce que c'est vraiment très important pour moi. Alors, précisez-nous les luttes religieuses de l'époque, parce qu'on n'a pas évoqué ces luttes précisément. Je vous laisse éclairer nos futurs lecteurs sur le contexte de ces luttes. Il y a, je dirais, pour résumer, 2 grands domaines spirituels, l'un étant la chrétienté et l'autre, ce que l'on pourrait appeler, pour faire rapide, le monde païen. Guillaume a fait le pari, je dirais, de l'Église et de la chrétienté. Il fait le pari du pape et ça lui donnera, je dirais, la victoire. L'Église est derrière Guillaume. Les prêtres, les moines, les évêques, tout le peuple chrétien est derrière Guillaume. Mais en face de Guillaume, il y a cette ancienne langue du Norrois. N'oublions pas que la dynastie des ducs de Normandie est une dynastie ancienne de sang scandinave, de sang viking. Normandie, Nordman, pays des gens du Nord. Eh bien, j'y ai vu un antagonisme mortel entre 2 cultures que tout oppose. Et je le ferai, je dirais, dans mes mots succinctement et j'espère simplement, aller dire à un païen de cette époque que l'on peut prier dans un endroit clos, qu'est une chapelle, une église, il ne peut pas l'entendre. À ses yeux, prier, c'est offrir au Dieu la prière qui se donne dans une forêt, sur une lande, mais à ciel ouvert. Il faut que les mots sacrés montent, empruntent en quelque sorte la voix des nuages. Et la pensée païenne est proche des sources, des rochers de la nature, de cette nature qui est véritablement révérée. N'oublions pas à l'époque que les moines défrichent et que la forêt recule. À chaque fois que l'on va planter le blé, c'est au détriment de la forêt. À chaque fois que l'on va créer une abbaye, un monastère, c'est souvent aussi au détriment de la forêt.
Ça veut dire que les arbres sacrés disparaissent. Ça veut dire que les sources sacrées sont généralement réappropriées par une sainte ou un saint. Il y a donc conflit réel entre deux philosophies de vie, deux manières d'appréhender la vie, la mort, et j'ai voulu voir quels étaient les maillages, les tissages entre ces deux domaines de spiritualité, qui allait l'emporter, croirait-on, sur l'autre, et cette victoire du christianisme sur l'ancien monde est-elle à ce point une réalité ou y a-t-il au contraire survivance du monde païen et à quel degré cette survivance est-elle réalité et peut-on, nous, hommes du XXIe siècle, femmes du XXIe siècle, en profiter pleinement? Et ça, ce sont des questions auxquelles je me suis efforcé de répondre durant tout ce roman. Alors, dites-moi si la théorie... Ah, je vous ai perdu. Si... Je suis là, je suis là. Vous êtes là? Très bien. Moi, j'ai perdu l'image, mais ce n'est pas grave. Visiblement... dites-moi si le parallèle avec Rome et l'Empire romain qui a remplacé les temples, qui a mis des temples à la place des lieux de culte païens, est-ce que on assiste au même phénomène dans le monde chrétien qui remplace tous les lieux de culte païens, mais nordiques, vikings? C'est exactement pareil. Vous savez, n'oublions pas qu'à Paris, Montmartre vient du mont Mars. C'est-à-dire qu'au départ, la Lutèce romaine avait un temple dédié à Mars. Donc, on a la même chose en Normandie, rigoureusement la même. C'est-à-dire que bon nombre d'églises, bon nombre, je dirais, de sites religieux chrétiens étaient d'anciens sites païens. Et ces sites, en quelque sorte, se sont réappropriés par l'Église. Et ça, c'est une chose qui est aussi bien française que normande. Dans tous les actuels départements, il y a eu rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que l'Église, on le voit d'ailleurs dans la géographie, dans ce qu'on appelle l'histoire des saints, tel saint se réapproprie telle rivière, telle forêt, telle roche couchée ou levée, tel menhir, en chassant l'ancienne divinité et en se la réappropriant au nom du Christ. Oui, en fait, celui qui a le pouvoir impose sa religion. Exactement. Et l'autre disparaît ou doit se cacher. Voilà. Et moi, je me suis vraiment posé la question de savoir, avait-il à ce point disparu l'autre, ou si au contraire, il était encore décelable au hasard d'une rencontre, au hasard d'une forêt, au hasard d'une pierre dressée, au hasard d'un dolmen, au hasard d'une lecture, au hasard d'une musique, d'une conversation et d'une rencontre. Et c'est ça qui m'a fasciné en tant que romancier. Ce monde druidique, pour parler d'eux, les druides, est-il à ce point évanoui dans nos mémoires ou est-il au contraire bien présent? Et je pense que la question mérite d'être posée. Oui. Avez-vous de la sympathie pour les personnages de moines de votre livre et les personnages de prêtres? J'ai quelques doutes, dites-moi. Écoutez, j'ai inventé ce personnage de Cyprien Déodat, pour lequel j'ai quand même une tendresse, parce qu'il est, je dirais, obsédé par le Christ, et c'est un homme qui ne doute pas. Et moi, qui en tant qu'individu est véritablement pétri de doute, bien, j'ai aimé inventer ce personnage qui, lui, justement, n'a que des certitudes. Il a voué sa vie au Christ, il a voué sa vie à l'Église. J'en fais un conseiller, d'ailleurs assez écouté, malgré son jeune âge, très jeune âge, de Mathilde et de Guillaume, mais j'ai aimé l'écrire, ce personnage. En revanche, il est évident que certains évêques, demi-frère par exemple de Guillaume, personnage tout à fait historique, le fameux Odon de Bayeux, est un personnage beaucoup
plus dans le clair-obscur, personnage d'ailleurs, historiquement parlant, duquel Guillaume se lassera, quitte à le faire tomber en disgrâce. Mais il y a à la fois, je dirais, le pur et l'impur, c'est-à-dire le monde de la lumière et celui des ténèbres. Et certains grands prélats, déjà à l'époque, ont été convaincus de simonie, d'avoir un peu je dirais, de sens bien trop développé pour les réalités terrestres. Et sans rentrer dans des détails scabreux, on peut imaginer sans peine à quoi je fais allusion, un goût trop important aussi pour les possessions, pour l'or, pour l'argent et pour le pouvoir. Voilà ce que Cyprien Déodat, mon personnage de fiction, évidemment, ne partage absolument pas avec ses supérieurs hiérarchiques ecclésiastiques. Oui, effectivement, c'est celui qui, à mes yeux, était le plus intéressant, le plus noble. On va dire cela exactement, noble. J'y vois comme une sorte de Oui. forme de noblesse en lui et d'arriver justement à être celui qui ne parviendra pas d'ailleurs à réformer Odon, qui reste assez détaché de la spiritualité. Peut-être est-il déjà, malgré son jeune âge, trop enclin à constater chaque jour que Dieu fait ce qu'est capable de faire les hommes. N'oublions pas la terrible formule de Jean Rostand. J'ai fait un essai sur les Rostand. Jean Rostand disait l'homme, ce paquet d'horreurs. Donc, Odon le constate, malgré son jeune âge, l'homme, ce paquet d'horreurs. Cyprien Déodat, ce personnage de fiction, il voit, je dirais plutôt, un devenir amendé par la prière et sauvé par le Christ. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, les païens, le portrait des païens est tout à fait intéressant. On commence par être un peu choqué par leur sacrifice, leur rituel de sacrifice. Ouais, ouais. Et puis, on les découvre proches de la nature. C'est tout à fait intéressant parce que ça, c'est peut-être plus proche de nous finalement que je pense plus proche de nous récemment en tout cas. Exactement ça, parce qu'en fait, un historien de l'époque antique qui s'appelle Diodore de Sicile raconte justement ces sacrifices humains et qui choquent, et qui peuvent justement choquer. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, ce sacrifice est souvent consenti et que le sacrifié devient messager pour les dieux en quelque sorte et fait le lien entre le monde terrestre et le monde spirituel. C'est vrai, évidemment, vous l'avez parfaitement compris, j'ai une tendresse, c'est vrai, pour ce monde druidique dont on connaît si peu. N'oublions pas que c'est une tradition orale. Moi, je suis un homme des textes, mais là, on est vraiment dans le cadre de la tradition orale. Comment réellement aller au cœur, comment remonter la source, je dirais, jusqu'à ce que les druides, vous savez qu'il fallait 20 ans pour former un druide, c'est dire la lenteur de la formation. Or, cette lenteur, eh bien, c'est le battement de cœur de la terre, c'est-à-dire que c'est la lenteur de la nature. Il faut combien d'années et de décennies pour faire un chêne? Eh bien, cette tradition s'inscrivait dans la patience, s'inscrivait dans cette lenteur sacrée, dans le respect de la nature. L'homme n'est pas le maître du monde, il est qu'un élément au milieu de cette nature et on peut y voir, évidemment encore aujourd'hui, plus que jamais, un véritable enseignement. Ce sont des druides dont on peut prendre tellement d'éléments d'information. On peut méditer leur sagesse, méditer leur enseignement. De nombreux historiens ont reconstitué, je dirais, des textes, parce que certains ont, au XIe et XIIe siècle, certains bardes, par exemple, celtes, ont écrit ce qu'ils savaient des anciens. On a leurs poèmes, on a leurs chansons, on a plus qu'une ébauche de leur panthéon, de leur philosophie de vie. Et en s'intéressant réellement au texte, on redécouvre une civilisation fondée sur le respect, sur l'empathie, sur la sympathie et sur la manière du vivre ensemble. Ce mot qui, tellement galvaudé aujourd'hui, arriverait à ne plus rien dire, eh bien, je
je vous assure qu'à l'époque, ce vivre ensemble, moi, homme, au milieu de cette nature, mais certainement pas au-dessus, est un enseignement extrêmement précieux. Il est vrai qu'à la fin donc, du livre, on a un sentiment assez positif concernant ces croyances païennes, qu'on ne garde pas seulement en mémoire ces sacrifices humains qui sont consentis. On trouve une certaine beauté dans leur croyance et leur sagesse, leur générosité et leur admiration pour la nature. J'ai essayé justement que le livre se termine sur cette note-là, que je trouve positive, que je trouve belle, que je trouve noble, que je trouve extraordinairement enrichissante. Je crois qu'il y aura un moment donné, sans être minimaliste, sans être un ancien bobo parisien que j'ai certainement dû être avant de me retrouver depuis 7 années, c'est l'âge de sagesse, dans cette belle Normandie, sans être mode, sans être tendance qui serait grotesque. Je pense qu'il faut à nouveau s'immerger dans cette nature. Vous savez, vous remarquiez tout à l'heure, vous faisiez la remarque que ce livre est sorti en plein confinement. En fait, il a eu 2 sorties. Il ressort officiellement depuis 3 ou 4 jours, mais j'ai eu la chance immense de vivre ce confinement au milieu de la nature. Et je téléphonais, et surtout Paris m'appelait très souvent, mes amis parisiens m'appelaient très souvent, et j'essayais de leur faire garder bon moral, parce que les malheureux craquaient les uns les unes après les autres, et je n'osais pas dire mon bonheur d'être au milieu de cette nature, de regarder les étoiles, de voir le soleil se lever, la lune, c'était quelque chose, c'était une expérience extraordinaire. Eh bien, c'est vrai que durant ces 5 années de travail, je me suis en quelque sorte réapproprié ce monde et j'ai été vraiment à la recherche de ces textes et de ces hommes qui avaient vraiment de l'empathie pour nous. Et je crois que leur message, loin d'être mort, je le trouve de plus en plus vivant et qu'il est bon d'utiliser ces cadeaux, leurs vibrations, mais dans notre vie quotidienne. C'est notre regard qui doit changer, c'est notre façon d'être, d'agir qui doivent profondément changer, et il nous y invite. Et je trouve que ce message est tout à fait remarquable. Très bien. Très bonne intervention, Philippe. Merci. Je pense que Nathalie Couder va reprendre la parole pour les questions des internautes. Ouais, j'ai des questions des lecteurs pour Philippe. Déjà, je voulais dire que moi, je n'avais pas lu le livre de Philippe et vraiment, à vous écouter pendant ces 30-35 minutes, c'était passionnant. On resterait des heures à vous écouter, Philippe. Vous m'avez donné vraiment envie d'aller lire votre livre. Et ma première question, est-ce que vous révélez un secret dans ce roman ou pas? Et oui, et oui. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je ne peux pas vous le révéler. J'irai le lire. Voilà. J'ai une première question sur votre travail. Arnaud se demande où allez-vous chercher toutes ces informations concrètement dans les bibliothèques, à l'étranger. Comment faites-vous pour travailler sur tout ça? Il y avait pour faire court, il y a eu 2 grandes manières pour moi de travailler, les sources anglaises et les sources françaises. Donc, les Anglais, les historiens anglais ont évidemment beaucoup travaillé sur Hastings, beaucoup travaillé sur celui qu'on appelle William the Conqueror et qui est notre Guillaume le Conquérant. Ça, c'est une première chose. Énormément d'historiens français ont travaillé sur la période, ont travaillé sur Guillaume, ont travaillé sur Mathilde, ont travaillé sur l'Église, ont travaillé sur la tapisserie de Bayeux. Et donc, je me suis reconstitué, je dirais, une bibliothèque de plusieurs dizaines de volumes et j'ai beaucoup travaillé selon les méthodologies en me souvenant de l'à peu près étudiant que j'avais été quand je préparais mon doctorat. Vous savez, Jean Tullard, qui est mon maître en quelque sorte, dont je suis vraiment le disciple, veillait beaucoup aux sources manuscrites, aux sources textuelles, et il faut les annoter, mettre en fiche, les comparer, faire à la fois un travail d'historien, je dirais aussi, et je le suis, un travail de journaliste. Et alors justement, Marc se pose la question, dans quel environnement travaillez-vous? Vous êtes enfermé dans une cellule de moine, vous avez un grand bureau avec plein de documents partout et ça fuse?
J'espère que ça fuse. Mais non, je travaille. En fait, il faudrait, sans vilain jeu de mots, je me confine et je reste, si vous voulez, dans la solitude. Je travaille 8 heures par jour en déjeunant à peine et en ne voyant personne. Voilà, c'est une immersion. J'ai toujours travaillé de cette façon-là. C'est une immersion que j'espère la plus totale possible. Et justement, moi j'ai juste une question. Le décalage avec l'époque, quand vous reprenez la vie normale, ça se passe comment? C'est difficile? Parce que là, vous étiez en 1000 je ne sais plus combien, là, et quand vous revenez en 2020, ça se passe comment? Il y a des chocs assez brutaux. Vous savez, quand j'étais en Sorbonne et qu'on sortait de la Sorbonne après un long cours de médiéval, parce que j'ai quand même fait du médiéval en Sorbonne, et qu'on voyait une voiture pétaradée dans la route, on sautait en l'air. Enfin, il y a un côté immersion, et progressivement, c'est comme lorsqu'on sort d'un rêve, agréable ou pas, parce que j'ai eu des périodes atroces où j'arrivais à rien, où je doutais terriblement. Et ben, vous avez cette espèce de redécouverte, mais alors là, du monde contemporain, du monde qui vous entoure, et vous prenez à allumer, non pas une bougie, mais une lampe électrique. Alors, il y a une question de Joyce qui dit: pensez-vous qu'il y a des similitudes entre les rêves, les espoirs et les engagements d'un adolescent en 1064 et d'un adolescent en 2020? Je pense que la nature humaine est ainsi faite que les correspondances, les liens, les passerelles existent d'une manière incroyable. Christine, avec raison, comme toujours, je l'adore, insistait sur cette notion d'apprentissage. Ce jeune homme qui devient un adulte. J'ai un fils de 19 ans, il est évident que ses interrogations, ses préoccupations, alors, sont les mêmes, à défaut, bien évidemment, de ne pas risquer sa vie. C'est toute la différence. Odon risque sa vie quasiment en permanence. La moyenne d'âge n'est pas du tout la même. La responsabilité d'un jeune de 15 ans à l'époque n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Mais en revanche, en ce qui se passe dans une tête, dans une conscience, dans un cœur, les correspondances sont évidentes. Et je les pense très denses et très réelles. Alors, on va revenir sur l'écriture. Il y a Nathalie qui voudrait savoir, est-ce que vous planifiez dès le départ l'ensemble de votre roman, ou vous vous laissez embarquer par vos personnages ou par des morceaux d'histoire, et que ça évolue pas dans le sens où vous aviez décidé dès le départ? Mon éditeur m'avait demandé ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire le récit déjà du livre. Et j'ai essayé d'abord, je n'ai jamais fait un synopsis aussi long, c'est une trentaine de pages. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus près possible du synopsis en essayant justement de faire un plan, de structurer un peu la chose. Christine l'a montré tout à l'heure, c'est un livre quand même qui doit faire, si je me souviens bien, 560 pages. Si j'ai une sottise, elle me corrigera. Mais il fallait garder le cap. Alors Thierry Billard, qui est directeur de Plomb, a été véritablement sans pitié avec moi, en essayant justement que je garde le cap en quelque sorte, mais vraiment par moments, je nous avais fait d'un barreur pour ne pas chavirer, dessaler, comme disent les marins. Alors, il y a une question de Rodolphe d'Anjou qui vient d'arriver. Seriez-vous resté auprès d'Harold face à l'océan, ou auriez-vous rejoint Guillaume pour l'aider à régner sur l'Angleterre? Ça, c'est une bonne question, subtile question. J'ai beaucoup de tendresse pour Harold, c'est certain. Alors, vous savez que les historiens normands considèrent que notre ami Guillaume est un homme merveilleux, exceptionnel et remarquable. Les historiens anglais ont je dirais, une manière d'envisager le personnage un peu différente. Quels sont les droits de Guillaume? Quels sont les droits d'Harold? Diffèrent-ils réellement? Et oui, me connaissant comme je suis censé me connaître, je pense que je serais resté avec Harold. Et visiblement, ce monsieur a lu mon livre parce que je vois très bien à quoi il fait allusion quant à la fin du livre. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas le divulguer aux amis qui nous écoutent en ce moment. On comprend bien. Un petit message de Beslan qui dit qu'effectivement, il confirme, vous avez donné vraiment envie de lire votre roman. C'est très gentil. Merci. Il y a une question de Nicole. Est-ce que dans notre époque, voyez-vous des personnages qui sont semblables à ces hommes de pouvoir du passé? Et si oui, pouvez-vous nous citer un nom? Ça, c'est une question redoutable, si je puis me permettre, mais non seulement redoutable, mais infiniment juste. Vous savez, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que à la fois c'est la faiblesse, c'est la force de la démocratie. Guillaume est né duc de Normandie malgré toutes les difficultés qu'il a connues.
Mathilde de France naît princesse. Le roi de France naît prince héritier et puis il va devenir roi. À quel moment ces gens cessent de penser à leur état? Jamais. C'est-à-dire que depuis la plus tendre enfance, ils sont destinés au règne. On peut s'en réjouir, on peut trouver ça monstrueux, mais on ne peut pas décemment comparer, il faudrait peut-être remonter au général de Gaulle, qui pourtant fait polémique également, mais pour incarner à ce point l'État, il faut véritablement, mais c'est comme Obélix, il faut être tombé dedans étant petit. Et là, véritablement, ils sont tombés dans la marmite du pouvoir. Ce qui n'exclut pas les rivalités effroyables, et mon livre en témoigne, ce qui n'exclut pas les haines, les complots, les tentatives d'assassinat, et on l'a vu pour Guillaume, qui a failli mourir à l'âge de 19 ans, assassiné par des barons qui ne voulaient pas voir un bâtard régner sur la Normandie. Mais on ne peut pas comparer notre président actuel au roi de France. Ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. Mais je dirais simplement rapidement, n'oubliez pas quand même la belle formule de François Mitterrand. Il s'adressait à Jean-Jacques Savant-Schreiber dans les jardins de l'Élysée et il lui a dit quand même « j'ai plus de pouvoir que Louis XIV ». Ce qui en dit long sur le rapport que nos chefs d'État actuels ont comme lien avec le pouvoir, entretiennent avec le pouvoir. C'est un long sujet qui demanderait une émission à part, je dirais. C'est une très, très bonne question. Bon, alors je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous, il y a un roman historique qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune? Évidemment. Il y en a plusieurs. Vous savez que je suis un grand lecteur de Proust. Et il est évident que La Recherche du temps perdu est un roman historique exceptionnel, dans la mesure lorsque Proust va commencer à la rédaction de cet ouvrage, le monde auquel il fait référence est déjà en train de disparaître progressivement. J'étais grand reporter au magazine Point de Vue, j'ai vu la fin de ce qu'on appelait la Café Society, j'ai vu la fin progressive du monde des châteaux, de la manière dont un Jean d'Ormesson l'a très très joliment défini dans ce texte très beau qui s'appelle Au plaisir de Dieu. Et puis j'ai bien évidemment une adoration pour Marguerite Yourcenar, qui est notre mère, je dirais, à tous ceux qui s'intéressent au roman historique. Moi, j'ai les deux casquettes. Notre amie Christine l'a dit tout à l'heure, je passe des romans très contemporains au roman historique. J'aime, j'allais dire, ces deux couleurs différentes. J'en ai besoin pour mon équilibre personnel. Est-ce que vous auriez un conseil lecture à donner à nos lecteurs qui nous regardent aujourd'hui alors que c'est la fête des libraires et des librairies? Écoutez, je dirais objectivement parlant, relisons les textes qui ont fait de nous des lecteurs ou des écrivains. C'est-à-dire, pas forcément des textes qui sont d'aujourd'hui, mais le bonheur de lire Flaubert. Par exemple, je relisais son journal, le bonheur de lire le journal de Flaubert, le bonheur de lire certains textes, par exemple, de George Sand, le bonheur absolu de relire les romantiques, le bonheur absolu de relire, je dirais, de la poésie, de relire Nerval, d'aller chez Christine à Mortagne-au-Perche et de lui commander, ou chez vous, cher ami, et de lui commander, par exemple, une anthologie de la poésie française. C'est quelque chose qui est que du bonheur à l'état pur, et ça, vraiment, je me permets de le conseiller. Relisons de la poésie. On est en train de me montrer un ouvrage, c'est Colette, évidemment. Alors, Colette que j'adore, Colette qui est pour moi la marraine fée de tous les lecteurs, de toutes les lectrices. Colette s'adresse aux femmes. Eh bien, si j'ai un conseil à ce moment-là, si je me le permets, de donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, c'est de relire et de relire toujours Colette. Colette, mesdames, ne doit pas vous quitter. Merci beaucoup, Philippe. Je vais prendre une dernière question qui vient d'arriver, de Rodolphe, toujours. Quel pourrait être le prochain personnage historique sur lequel vous pourriez vous pencher pour donner naissance à un nouveau roman? Eh bien, ce monsieur est médium, parce que je suis en train de travailler en ce moment sur un nouveau texte qui reste justement au Moyen-Âge. Je suis un garçon fidèle, vous voyez. Donc, toujours destiné aux éditions Plomb, toujours avec Thierry Billard, qui est mon éditeur depuis déjà plusieurs années. Mais là, je ne suis plus, je dirais, sous le règne de Guillaume de Normandie, mais sous celui de Saint-Louis. Et ce que je peux vous dire, c'est que le personnage central de mon livre n'est pas un personnage, c'est une fleur, puisqu'il s'agit de la rose. Mais je ne vous en dirai pas plus. Beau symbole, puisque la rose est le symbole de la fête des libraires. Vous êtes merveilleux, Philippe. Vous faites une belle transition. D'ailleurs,
Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Pendant ce confinement, plein de lecteurs ont trouvé refuge dans les classiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Évidemment, vous abandonnez ensemble. D'abord, j'ai souscrit complètement parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi-même et que je pense qu'on revient à l'essentiel. On en parlait tout à l'heure avec Christine. Revenir à l'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de s'ancrer dans cette réalité forte qui est de la vitamine pure. Quand vous lisez un beau texte de poésie, d'un roman, quel que soit finalement le sujet, à condition qu'il soit bien écrit, qu'il soit dense, qu'il soit fort, mais vous avez pris de la vitamine pour les jours et des jours. Vous savez, être libre, pardon, c'est l'inverse. Lire, c'est la liberté. Lire, c'est d'être libre. Priver un prisonnier, par exemple, de lecture, c'est de le condamner 2 fois. Voilà. Merci Philippe. Christine, un conseil lecture? Alors, Jean Asfeld, 2,10 m, le voilà. Pardon, avec la photo, ça sera mieux. On voit le sujet, le saut en hauteur. Chez Folio. Ce roman nous raconte l'histoire de 2 femmes, Tatiana et Sue, 2 sportives de haut niveau qui sont des championnes de saut en hauteur. L'une est kirghize et l'autre américaine. Se sont affrontées sur le terrain des Jeux olympiques dans les années 80, et l'une pour l'URSS et l'autre pour les États-Unis. Chacune a connu la notoriété avant d'être oubliée. Et puis, elles se retrouvent 30 ans plus tard. Alors, effectivement, la chute du mur, il n'y a plus la guerre froide. Et elles construisent une amitié solide et touchante. C'est une belle histoire, très bien écrite, qui nous replonge au temps de la guerre froide. Ce roman, il m'a beaucoup plu. Et il a fait partie des livres qui étaient sélectionnés pour le prix des libraires chez Folio. C'est un très beau livre, très touchant, et avec une magnifique écriture. Avant de passer à mon conseil lecture, j'ai un message pour Philippe. C'est Amandine qui dit que vous êtes génial parce que vous donnez beaucoup de vitamines. Vous donnez beaucoup de vitamines. J'ai pas compris la fin de la phrase. Que vous donniez beaucoup de vitamines. Vous êtes génial. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. C'est adorable. Merci. Moi, j'ai choisi de faire un clin d'œil à Nina Bouraoui parce que je crois qu'elle est dans les textes qui étaient offerts dans le petit livret pour la fête des libraires. Ça s'appelle Mes mauvaises pensées. C'est aussi chez Folio. C'est l'histoire d'une famille, de 2 pays, mais surtout d'une narration qui est un peu spéciale puisque c'est une femme qui fait des confidences à son thérapeute, mais c'est surtout un beau roman confession d'une maîtrise absolue. Donc, je vous le conseille. C'est Nina Bouraoui, Mes mauvaises pensées chez Folio. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier et dire aux lecteurs qui nous regardent qu'il faut absolument aller en librairie, soit chez Christine, soit chez tous les libraires de France et de Navarre, pour acheter le livre de Philippe qui s'appelle Et passe le souffle des dieux, qui est sorti chez Plomb. Donc, il a une deuxième vie, il est sur les tables de librairie, vraiment, je vous le conseille. Philippe m'a donné envie d'y aller, donc moi, lundi, je vais aller acheter votre livre, je vais le lire. Je vais vous donner le mot de la fin, et puis je vous remercie vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. C'était passionnant, on aurait envie de vous écouter pendant des heures. Tous les deux, vous avez été formidables. Donc, je vous laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Écoutez, puisque vous me faites la grâce de m'écouter le jour de la fête des libraires, je me permets de m'adresser à tous ceux qui nous ont fait la joie et le plaisir de nous entendre aujourd'hui. Allez en librairie, vous faites un travail remarquable et c'est un bonheur total de savoir en tant qu'auteur qu'on est à ce point bien défendu. Allez à Mortagne-au-Perche chez Christine si vous pouvez, allez chez vous, chère Nathalie, et faites en sorte qu'on puisse directement poser la question au libraire en disant simplement « Voici mes goûts, voici ce que j'aime, que me conseillez-vous » Et vous faites merveilleusement votre métier de conseil parce que vous aimez la lecture, vous aimez la littérature et pour cela, je vous embrasse et je vous aime. Merci encore. Merci Philippe. Merci à vous. Le mot de la fin. Merci Philippe. Christine ? Merci, merci à Philippe. Bonne soirée à tous et à bientôt à la librairie majuscule. Parfait, merci. Je vous souhaite un bon week-end et puis demain on sera là. Non, demain il n'y a pas de rencontre, pardon, demain c'est la pause. On se retrouve lundi à 19h avec Sarah Malartre pour Rendez-vous à Colombo qui est sorti chez Mercure de France. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne fin de week-end. À bientôt et encore merci Philippe et merci Christine d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.